Direction l'Australie cette semaine. 2 adolescentes vont disparaître en pleine nuit alors qu'elles se rendaient à une fête. Et ce qu'elles vont vivre sera un terrible calvaire long de 12 heures qui va profondément choquer le pays jusqu'à faire changer la loi. Aujourd'hui, la triste histoire des Bega Schoolgirls. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de faits divers inédits et likez la vidéo pour nous soutenir. La ville de Bega est située en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. C'est une petite ville tranquille, située à 438 km au sud de Sydney. Elle est connue pour son industrie laitière et tout particulièrement pour son fromage. C'est l'endroit idéal pour élever ses enfants loin des dangers des grandes villes. Le samedi 4 octobre 1997 est le début du week-end de la fête du travail. Un groupe de lycéens de la ville avait décidé de camper pendant le week-end dans un bush. Alors un bush australien est un type de forêt qui se trouve dans le sud et le sud-ouest de l'Australie. Parmi eux se trouvaient 2 écolières, Lauren Margaret Barry, âgée de 14 ans, et Nicole Emma Collins, âgée de 16 ans. Nicole a été décrite par ses amis comme une jeune fille extravertie, sociable et pleine de vie. Lauren, quant à elle, était une jeune fille introvertie et timide mais qui avait beaucoup d'humour. Elle était douce et généreuse et aimait passer du temps chez elle avec son frère et ses parents. Bien que très différentes, les 2 jeunes filles étaient amies depuis de nombreuses années. Et elles étaient à l'époque toutes les 2 scolarisées au lycée de Bega. L'endroit où les adolescents avaient établi leur campement était un endroit tranquille, où Nicole et ses amies Rebecca Kimball et Sarah Darcy allaient régulièrement se balader avec leurs chevaux. Ils se trouvaient à White Rock, dans le village de Calaru, situé près de Bega, à seulement 3 km du domicile de Nicole Collins. C'était d'ailleurs Graham Collins, le père de Nicole, qui avait établi le campement pour sa fille et ses amis. Bien que les adolescents étaient des jeunes gens responsables à qui l'on pouvait faire confiance, les parents de Nicole et de Lauren venaient régulièrement leur rendre visite afin de s'assurer que tout se passait bien. D'ailleurs, pendant le week-end, des adolescents revenaient régulièrement chez Nicole afin de prendre leur douche, se changer ou récupérer à manger. Lauren était née le 11 octobre 1982, il restait seulement quelques jours avant son 15e anniversaire. Les adolescents avaient donc profité de ce week-end de camping pour fêter son anniversaire en avance. Et le dimanche 5 octobre 1997, Nicole, Lauren Berry, Rebecca Kimball, Sarah Darcy, le frère de Lauren, Nathan, ainsi que d'autres de leurs amis, étaient réunis autour d'un feu pour discuter et écouter de la musique. Ce jour-là, Nicole était de mauvaise humeur car elle venait tout juste de rompre avec son petit ami. Elle espérait qu'il viendrait les rejoindre pour venir la voir, mais il n'était pas venu. Leurs amies Rebecca et Sarah étant avec leurs petits copains, Lauren et Nicole se sentaient exclues et ne cessaient de dire qu'elles voulaient partir pour se rendre chez l'un de leurs amis qui organisait une fête à Jella Jella, une ville située à 8 km du campement. Et on pense qu'elles voulaient y aller car l'ex-petite amie de Nicole s'y trouvait. Nathan, le frère de Lauren, qui était plus âgé, avait le permis et sa propre voiture. Il lui arrivait donc de quitter le campement au volant de sa voiture pour revenir quelques heures plus tard. Et ce jour-là, au moment où Nathan allait monter dans sa voiture pour quitter le campement, l'une des amies de Nicole et Lauren voulait lui demander d'amener les 2 jeunes filles à la fête, mais finalement elle ne l'avait pas fait. Alors les 2 jeunes filles sont restées quelques heures au campement. Et c'est vers 21h que Lauren et Nicole décident de quitter le campement pour se rendre à la fête de Jella Jella. Nicole voulait absolument discuter avec son ex pour essayer de se réconcilier. Les 2 jeunes filles n'ayant pas de voiture, elles décident de partir à pied. Elles ne sont pas effrayées à l'idée de marcher seules dans la nuit, car encore une fois, la ville de Bega est considérée comme une ville où on est en sécurité, même tard le soir. Les 2 jeunes filles s'enfoncent donc dans la forêt, dans la nuit noire, avec seulement une lampe torche et une bouteille de coca avec elles. La distance qui sépare le campement du lieu de la fête étant assez longue, leurs amis ont pensé qu'elles finiraient par abandonner l'idée de se rendre à cette fête et qu'elles rentreraient ainsi chez Nicole. Après avoir marché un long moment, les 2 jeunes filles finissent par rejoindre la route principale et prennent la direction de Jella Jella.
Le frère de Lorraine, quant à lui, revient au campement un peu après 22 heures, mais les deux jeunes filles sont déjà parties. Encore aujourd'hui, il s'en veut de ne pas être arrivé au campement un peu plus tôt ou de ne pas être resté avec elles. Il se dit que s'il était arrivé seulement 10 minutes avant leur départ, eh bien tout le drame qui allait suivre ne se serait jamais produit. Le lendemain matin, Nathan est l'un des premiers campeurs à se réveiller. Il quitte le campement puis se rend chez lui. Une fois arrivé chez lui, il demande à ses parents s'ils ont vu Nicole ou Lorraine. Ils lui répondent que non et que les filles étaient censées être avec lui au campement. À ce moment, Nathan ne pense pas que quelque chose de grave soit arrivé. Il se dit simplement que Lorraine est probablement chez Nicole. En apprenant ça, les parents de Lorraine sont inquiets. Le père de Lorraine, Gareth, se rend au campement et demande aux amis de Lorraine et Nicole s'ils savent où se trouvent les filles. Les amis lui expliquent alors que la nuit précédente, les deux adolescentes sont parties à pied dans la forêt car elles voulaient se rendre à une fête organisée à Jela Jela. Elles ajoutent qu'elles pensent qu'elles sont probablement chez Nicole, mais après vérification, ce n'est pas le cas. Les parents des deux jeunes filles se rendent donc chez certains de leurs amis et en appellent d'autres, mais personne n'a vu les jeunes filles. Et rapidement, c'est au tour de la mère de Nicole de les chercher partout dans la ville, au volant de sa voiture. Le père de Nicole, quant à lui, prend la direction de l'océan afin de fouiller près des falaises, mais il ne trouve rien. Les familles se disent alors que les deux jeunes filles se sont probablement perdues dans la forêt et qu'elles ont peut-être eu un accident. Alors, à midi, comme ils sont toujours sans aucune nouvelle d'elles, ils décident de déclarer leur disparition. Ils contactent alors la police qui se rend rapidement au campement. Et ce que ne sait pas la police à ce moment-là, c'est que dans la matinée, un conseiller municipal du coin qui roulait sur l'autoroute non loin du campement où les deux adolescentes avaient été vues pour la dernière fois avait trouvé une grosse télévision rose abandonnée sur le bord de la route. Il s'était arrêté pour la charger dans son camion puis s'était rendu dans un refuge car il souhaitait la mettre dans un bac de recyclage qui se trouvait là-bas. Malheureusement, le bac de recyclage était plein, il a donc déposé la télé par terre à côté du bac, et ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'était que cette télévision deviendrait un indice crucial qui permettrait de résoudre l'affaire des deux amis disparus. Quelques heures plus tard, la télé a été retrouvée par un homme qui l'a rapportée chez lui, il l'a peint en noir et l'a revendue à un hôtel du coin. Pendant ce temps, les policiers ne perdent pas un instant, ils fouillent le littoral, les bouches et tous les endroits que les deux jeunes filles fréquentaient habituellement, mais malheureusement, toujours aucune trace d'elles. Quant au frère de Lorraine, Barry, il se rend en voiture à tous les endroits où les deux jeunes filles auraient pu se trouver. Il se rend chez leurs amis, fouille les endroits où elles ont l'habitude de traîner, mais malheureusement, encore une fois, lui non plus ne trouve aucune trace des deux adolescentes. Et les jours passent, et les recherches stagnent, et pourtant, nombreux sont ceux à aider, des volontaires, des brigades canines, des policiers à chevaux, tous aident à fouiller les bouches, mais rien, jusqu'au jour où la police finit enfin par faire une avancée lorsqu'un haut et une chemise à carreaux appartenant à Lorraine sont retrouvés par une équipe de volontaires au bord d'un chemin de terre, près d'un dépotoir situé à Old Wallagoot Road. La police rend ses vêtements à sa mère, qui les met de côté sans savoir qu'il referme des traces ADN qui se révéleront plus tard être très importantes pour l'affaire. Mais ça, pour l'instant, personne ne le sait encore. En tout état de cause, la police se rend bien compte que quelque chose cloche, et c'est ainsi qu'ils vont exclure la thèse de la fugue. En effet, Nicole et Lorraine ont l'habitude de rester en contact régulier avec leurs parents, et après avoir eu accès au compte bancaire des deux jeunes filles, ils s'aperçoivent qu'il n'y a eu aucune activité depuis le jour de leur disparition, sans compter qu'elles n'ont pris aucun effet personnel avec elles. Mais comme les jours passent et que rien n'est trouvé, la police décide de mettre un terme aux recherches. Les familles des deux jeunes filles sont alors anéanties. Et comme à ce moment-là, les médias commencent à couvrir massivement l'affaire, les parents en profitent pour faire une déclaration émouvante à la télévision demandant à toute personne ayant des informations permettant de retrouver Nicole et Lorraine de se manifester.
Suite à cet appel lancé à la télévision, une mère de famille contacte la police pour leur dire que le soir de la disparition des deux jeunes filles, elle roulait près du campement de White Rock vers 21h50 lorsqu'elle a croisé une voiture arrêtée au milieu de la route. Et comme elle ne pouvait pas passer, elle a donc dû s'arrêter. C'est à ce moment qu'elle a vu deux jeunes filles et un homme discuter ensemble à côté de la voiture. Ils se sont par la suite déplacés et elle a ainsi pu passer en toute sécurité et s'en est allée. Un autre témoin se manifeste également pour dire qu'il a vu un téléviseur rose abandonné sur le bord de la route près du campement des deux jeunes filles le soir de leur disparition. Le temps passe, ça fait maintenant presque un mois que les deux jeunes filles ont disparu, lorsque les officiers d'une ville voisine, les officiers de police de Yass, suggèrent aux détectives en charge de l'enquête de s'intéresser de plus près à deux hommes, un certain Leslie Camilleri, 28 ans, et Lindsay Beckett, 23 ans. Il leur explique qu'un informateur leur a dit que Camilleri et Beckett lisaient un article qui traitait de la disparition de Nicole et de Lorraine quand il les a entendus dire « Je suis sûr que la police va essayer de nous mettre ça sur le dos ». Ça a particulièrement attiré l'attention de l'informateur, car il a trouvé la réaction des deux hommes étrange. Après tout, ce n'est pas le genre de choses que l'on dit si l'on est innocent. Sans compter qu'il savait que Beckett et Camilleri étaient à Béga le jour de la disparition des deux adolescentes. C'est donc pour toutes ces raisons qu'il a confié ce dont il avait été témoin à la police, et que la police a relayé l'information aux enquêteurs en charge du dossier, sans compter que les policiers de Yass avaient déjà eu affaire à ces deux hommes auparavant, et pour eux, ils sont tout à fait capables de kidnapper les deux jeunes filles. Alors, après avoir éliminé de nombreuses personnes de la liste des suspects, les policiers décident de se pencher un peu plus sur ces deux hommes, et ce qu'ils découvrent est terrifiant. Leslie Camilleri et Lindsay Beckett sont tous les deux originaires de la ville de Yass, en Nouvelle-Galles du Sud, et ce sont deux criminels de carrière particulièrement violents. Lindsay Oani Beckett, 23 ans, est un criminel d'origine néo-zélandaise avec un lourd casier judiciaire, plus de 50 condamnations à son actif. Il est le fruit d'un viol et a eu une enfance particulièrement difficile. Il n'a jamais connu son père biologique et sa mère l'a abandonné alors qu'il n'avait que 15 ans. Et en plus de ça, l'homme qui l'a élevé était particulièrement violent. Quant à Leslie Alford Camilleri, il est né en 1969 à Liverpool dans la banlieue de Sydney. C'est un dangereux psychopathe qui a commencé très jeune sa carrière criminelle. Il était considéré comme un enfant incontrôlable et avait passé la majeure partie de son enfance à entrer et sortir du centre de détention pour mineurs où il est resté jusqu'à l'âge de 15 ans. Et lui avait, au moment des faits, tenez-vous bien, 146 condamnations à son actif. Et au moment de la disparition de Lorraine et Nicole, Camilleri faisait déjà l'objet d'accusations d'agression sexuelle sur mineurs. 3 semaines avant la disparition des deux jeunes filles, il avait comparu devant le tribunal de Nouvelle-Galles du Sud pour des accusations d'agression sexuelle contre la fille de sa compagne, alors âgée de seulement 11 ans. Et malheureusement, le procès avait dû être interrompu au bout de 2 jours et Camilleri avait été libéré sous caution à cause d'un vice de procédure. Et des deux, c'était Camilleri qui était la tête pensante. Beckett, n'étant pas très intelligent, il était facilement manipulable. Tous les deux étaient des toxicomanes notoires et prenaient du speed, une drogue particulièrement dangereuse. Le 25 octobre, la police de Canberra appelle les détectives en charge de l'enquête sur la disparition de Lorraine et Nicole pour leur dire qu'ils ont arrêté Beckett au volant d'une voiture volée. Ils ajoutent qu'ils ont trouvé des vêtements tachés de sang dans le coffre de la voiture, ainsi que des cartes de la ville de Béga. Ils se disent que ce sont peut-être les vêtements des deux jeunes filles et que leurs parents pourraient éventuellement les identifier. Le 5 novembre, le détective Winterflood et le détective Gray décident de prendre la route direction Canberra pour aller interroger Beckett. En chemin, l'inspecteur Gray relit les différents témoignages qu'ils ont recueillis et prête une attention toute particulière aux témoignages concernant le téléviseur rose retrouvé sur le bord de la route. Il suggère alors une théorie intéressante à Winterflood. Il lui explique que s'il y avait eu un gros téléviseur rose sur la banquette arrière du véhicule,
Il aurait tout à fait été logique de s'en débarrasser afin de pouvoir faire monter les 2 jeunes filles. À ce moment, le détective Winterflood ne pense pas que ce détail soit particulièrement important, mais il se dit que c'est quand même une piste à creuser. Une fois arrivés à Canberra, ils interrogent Beckett et le trouvent particulièrement arrogant et nonchalant, comme s'il se fichait de ce que les policiers pouvaient lui raconter. Et vers la fin de l'interrogatoire, Winterflood demande à Beckett s'ils avaient une télé rose dans leur véhicule le soir de la disparition des 2 jeunes filles. Et lorsqu'il entend cette question, l'attitude de Beckett change du tout au tout. Il devient anxieux. C'est à ce moment que Winterflood se dit que ce téléviseur est probablement plus important pour l'enquête que ce qu'il n'avait imaginé. Beckett finit par admettre qu'il y avait bien une télévision rose sur le siège arrière du véhicule quand il se trouvait à Bega, mais il affirme aussi ne pas se rappeler de ce qu'il en avait fait. Une fois l'interrogatoire terminé, les détectives décident de s'intéresser de plus près à cette télé et se rendent à Yass pour mener l'enquête. Et là-bas, ils découvrent que Camilleri et Beckett ont reçu une télé rose comme paiement d'une dette de drogue. Les enquêteurs font enfin une avancée conséquente dans l'enquête, puisque cette télévision est un indice crucial qui place Camilleri et Beckett sur le lieu où les 2 jeunes filles ont été vues pour la dernière fois. Et par chance, à ce moment de l'enquête, Beckett n'était pas le seul à se trouver en prison. Camilleri, lui aussi, est emprisonné à Goulburn, en Nouvelle-Galles du Sud, pour une affaire qui n'est pas en lien avec la disparition de Nicole et Lorraine. Et ça fait maintenant 4 semaines que les 2 jeunes filles ont disparu quand la police décide d'interroger Camilleri. Au début de l'interrogatoire, Camilleri est très coopératif. Il leur raconte une histoire plutôt vague de ce que lui et Beckett auraient fait la nuit de la disparition des 2 jeunes filles. Mais quand les enquêteurs abordent le sujet de la fameuse télévision rose retrouvée sur le bord de la route, à la fin de l'interrogatoire, l'attitude de Camilleri change et il refuse de continuer de répondre à leurs questions. Il est ensuite reconduit en prison. Une fois dans sa cellule, il fond en larmes, il frappe sa tête contre le mur en criant « Ils savent à propos de la télévision ». Il est dans un tel état qu'on doit lui administrer des calmants pour qu'il s'apaise. Après avoir vu ça, le psychologue de la prison contacte les enquêteurs pour leur raconter ce à quoi il vient d'assister, et ce comportement confirme les soupçons de la police concernant l'implication des 2 hommes dans la disparition de Lorraine et Nicole. Les détectives sentent que Beckett est le plus fragile des 2 et pensent qu'il sera plus facile à faire craquer que Camilleri. Ils décident donc d'interroger Beckett une seconde fois le 12 novembre. Avant même de commencer l'interrogatoire, le détective Winterflood sort 2 grandes photos de Nicole et Lorraine et les place en face de Beckett et lui explique qu'ils peuvent à présent le relier à la disparition des 2 jeunes filles. Il propose alors à Beckett de leur raconter tout ce qu'il s'est passé la nuit du drame et ajoute que s'il ne fait pas, ils feront la même proposition à Camilleri et qu'il est possible que lui accepte. Alors Beckett leur demande s'il peut faire une pause pour fumer une cigarette. Il quitte la salle et une fois dehors, il fond en larmes. Quand il revient dans la pièce, il demande aux policiers de lui donner une carte afin qu'ils puissent leur indiquer où Nicole et Lorraine se trouvent. Il ouvre la carte et pointe du doigt Fiddler's Green Creek, situé dans l'état de Victoria. Il fait ensuite une longue confession très détaillée sur la nuit du drame. Il explique que ce soir-là, Camilleri et lui avaient bu et pris de la drogue. Camilleri était déprimé car il s'était disputé avec sa compagne quelques heures auparavant. Vers 22h, il roulait donc sans but le long de la route Bega-Tara dans une Ford Telstar appartenant à la compagne de Camilleri lorsque Camilleri a repéré 2 jeunes filles marchant en file indienne le long de la route. Ils ont alors fait demi-tour et se sont arrêtés au milieu de la route, ce qui d'ailleurs bloquait le passage aux autres véhicules. Ils ont ensuite discuté avec les 2 adolescentes et leur ont proposé de les déposer quelque part, ce qu'elles ont accepté selon Beckett. Heureusement pour la police, les 2 hommes ont commis une grave erreur cette nuit-là. Leur voiture étant pleine d'objets pendant qu'ils discutaient avec les 2 jeunes filles, pour les persuader de monter en voiture avec eux, ils ont pris la télévision rose qu'ils transportaient avec eux et l'ont déposée sur le bord de la route afin de faire de la place pour Nicole et Lorraine. Une fois la télévision déposée, les 2 jeunes filles sont montées dans le véhicule. Notons que les proches des 2 jeunes filles
ainsi que leur famille, ne croient pas en cette version des faits. Ils sont persuadés qu'elles ne seraient jamais montées en voiture avec des étrangers. Ils pensent qu'on les a forcées à monter dans la voiture. Et les policiers vont eux-mêmes être partagés sur la question. Certains pensent qu'elles sont montées volontairement, quand d'autres pensent qu'elles ont été forcées. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Mais une chose est sûre, les deux jeunes filles ne savaient pas, en montant dans cette voiture, qu'elles ne pourraient pas ouvrir elles-mêmes les portières de l'intérieur. La sécurité enfant avait été activée et les lève-vitres, eux, avaient été retirés. Alors une fois dans la voiture, elles étaient prises au piège. Beckett affirme qu'ils ont ensuite roulé jusqu'à Tatra Beach avec Nicole et Lorraine toujours à l'arrière. Camilleri était au volant et lui était sur le siège passager. Ils sont restés là un bon moment, ils ont discuté tous ensemble et Beckett et Camilleri ont bu quelques bières. Les deux hommes ont ensuite proposé aux deux jeunes filles de venir avec eux à un festival de musique qui se déroulait à Bega. Selon Beckett, elles ont accepté à la seule condition de s'arrêter en chemin au campement afin de le dire à leurs amis. Ils ont donc pris la direction du camp, se dirigeant ainsi vers White Rock. Sur la route qui les conduisait à White Rock, il y avait de nombreux dodanes et en passant à vive allure sur l'un des dodanes, Camilleri a abîmé la voiture. Il s'est alors énervé contre les deux jeunes filles, en dépit du fait qu'elles n'étaient en rien responsables de la situation. Les deux hommes ont ensuite chacun sorti un couteau et Camilleri a commencé à menacer les deux adolescentes. Il leur a dit que si elles ne lui obéissaient pas, il les poignarderait. Ils se sont ensuite éloignés du campement et ont pris la direction de Old Wallagoot Road. Là-bas, ils se sont arrêtés dans une décharge et c'est à cet endroit que les deux hommes, toujours armés de leurs couteaux, ont violé Nicole et Lorraine, malgré les supplications de Lorraine de la laisser tranquille parce que jamais elle n'avait fait ça, car elle était encore vierge. Et c'est d'ailleurs à cet endroit que les vêtements appartenant à Lorraine vont être découverts, abandonnés sur le bord de la route. Et malheureusement, ce n'est que le début d'un terrible cauchemar pour les deux adolescentes. Cauchemar qui durera 12 heures. 12 heures pendant lesquelles elles seront violées à de nombreuses reprises par les deux hommes dans plusieurs endroits différents. Donc, je reprends. Après avoir violé une première fois les deux jeunes filles, ils ont fait remonter les filles en voiture et ont pris la direction du sud jusqu'au parc national Ben Boyd, où les pauvres filles ont une nouvelle fois été agressées sexuellement. À cet endroit seront retrouvées par la police une lampe de poche noire ainsi qu'un tampon appartenant à Lorraine qui avait ses règles au moment des faits. Les agresseurs et leurs otages ont ensuite pris la direction de la ville d'Éden. Pendant le trajet, les deux hommes ont continué de s'injecter des amphétamines. Ils ont fini par s'arrêter dans une zone au sud de la ville d'Éden, où Nicole et Lorraine ont encore une fois été violées. Ensuite, les deux hommes ont changé de place. Beckett a alors pris le volant et pendant qu'il conduisait, Camilleri est passé sur la banquette arrière où il a encore violé Lorraine. Puis les deux hommes ont roulé vers la ville d'Orbost pour s'arrêter à Wingham Point, à Victoria, où les deux adolescentes ont une nouvelle fois été violées. C'est un calvaire sans fin pour elles. Camilleri a fini par s'endormir. Quand il s'est réveillé, il a demandé à Beckett où ils étaient, ce à quoi Beckett a répondu qu'ils étaient toujours à Victoria, toujours en direction d'Orbost. Il a alors ordonné à Beckett de prendre la direction de Sydney et a ajouté qu'il souhaitait aller sur le grand pont. Les adolescentes, pensant alors qu'elles allaient être jetées par-dessus le pont, ont demandé à Camilleri et Beckett ce qu'ils comptaient faire d'elles. Elles leur ont demandé s'ils allaient les tuer. Camilleri les a rassurés et leur a dit qu'il comptait simplement les ligoter et les lâcher quelque part avant de prendre la fuite. Mais Camilleri ne cessait de répéter qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, ce qui voulait clairement dire, selon Beckett, qu'il avait l'intention de tuer Nicole et Lorraine pour qu'elles ne puissent pas les identifier. Nous sommes alors le 6 octobre à l'aube. Le soleil se lève après une nuit d'horreur. Les deux hommes roulent toujours sur l'autoroute quand ils approchent de la rivière Cannes. Ils décident alors de retourner vers le nord et après avoir parcouru 40 km, ils finissent par arriver vers 7 heures du matin à Fiddler's Green Creek, un endroit isolé à la frontière de Victoria situé à plus de 200 km de l'endroit où les deux adolescentes avaient été enlevées. À ce moment, Beckett a vu une petite route conduisant dans le bush. Il a décidé de l'emprunter. Après un petit moment, ils ont arrêté le véhicule et fait descendre les deux jeunes filles.
Elles ont les mains liées et sous la menace d'un couteau, ils les ont obligées à traverser le bush très épais. Une fois arrivés près d'un ruisseau, Camilleri leur a enlevé leurs liens et il leur a ordonné de se déshabiller et de se laver méticuleusement dans l'eau du ruisseau, probablement pour effacer toute trace d'agression sexuelle. Il leur a ensuite ordonné de se rhabiller et de se coucher par terre sur le ventre, où elles ont été ligotées et bâillonnées. Lauren Barry a été ligotée sur le sol, les mains attachées dans le dos, alors que Nicole a été attachée à un arbre. À ce moment, les deux jeunes filles se trouvent à 30 mètres l'une de l'autre. Camilleri a ensuite donné les instructions à Beckett pour tuer les deux jeunes filles. Il lui a dit de noyer Lauren, puis de poignarder Nicole. Beckett a protesté, il trouvait injuste de devoir les tuer seuls. Une dispute a alors éclaté entre les deux hommes et Camilleri a menacé de le poignarder s'il ne le faisait pas. Camilleri est alors tranquillement retourné à la voiture et Beckett s'est exécuté. Beckett s'est donc dirigé vers Lauren et l'a traînée jusqu'à la berge du ruisseau, à un endroit où un arbre était tombé dans l'eau. Là, il a essayé de la noyer en maintenant sa tête sous l'eau, mais Lauren ne s'est pas laissé faire. Elle l'a éclaboussé en se débattant, ce qui l'a mis hors de lui, alors il s'est mis à la poignarder jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Elle était morte. Il a ensuite rejoint Nicole. Même si Nicole ne pouvait pas voir ce qu'il était arrivé à Lauren, elle a pu entendre. Elle savait alors, quand Beckett s'est approché d'elle pour finir sa terrible besogne, qu'il avait tué son ami. Elle lui a dit « Tu vas me tuer, n'est-ce pas ?» Il lui a alors dit de se taire, il lui a tranché la gorge à 2 ou 3 reprises. Nicole était assise à ce moment-là. Après ça, elle s'est retrouvée à terre. Elle a essayé de crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Et comme elle était toujours vivante et qu'elle continuait de bouger, Beckett lui a donné des coups de pied. Mais comme ça ne suffisait pas à la tuer, il a mis son pied sur elle pour l'empêcher de bouger et lui a planté le couteau dans sa gorge à de nombreuses reprises. Et le couteau a fini par rester coincé, mais contre toute attente, Nicole n'était toujours pas morte. Elle se battait pour sa vie. Beckett a alors réussi à retirer le couteau de sa pomme d'Adam et lui a planté au niveau du cœur tout en lui donnant des coups de pied à la tête, jusqu'à ce qu'enfin elle finisse par succomber à ses blessures. Beckett a ensuite récupéré les morceaux de corde ensanglantée qui ont servi à ligoter les adolescentes, puis est retourné à la voiture où Camilleri l'attendait. Camilleri n'a rien trouvé de mieux que de lui demander s'il avait vu le démon, s'il a senti le démon. Ils ont ensuite repris la route direction Canberra. C'était cette fois Camilleri qui était au volant et Beckett, lui, sur le siège passager. Beckett a fini par s'endormir et quand il s'est réveillé, ils avaient atteint Canberra. Là-bas, ils se sont arrêtés au Theodore Lookout situé sur l'autoroute Monaro. Camilleri a ordonné à Beckett de brûler les cordes et leurs vêtements ensanglantés, puis ils se sont rendus au lac Burley Griffin où ils ont jeté le couteau avant de rentrer chez eux à Yass. Le 8 octobre 1997, Camilleri et Beckett se sont rendus à Sydney, où ils sont restés quelques jours chez le frère de Camilleri. Là-bas, ils ont passé 6 heures à nettoyer la voiture dans un lave-auto, allant jusqu'à enlever les sièges et les tapis du véhicule pour tout nettoyer à fond. Ils sont ensuite allés à Canberra pour détruire d'autres preuves avant de prendre la route direction Bega afin de retourner à l'endroit où ils avaient laissé la télé rose pour la récupérer, mais elle n'était plus là, car comme vous le savez, entre-temps, elle a été récupérée par le conseiller municipal. Camilleri a alors été pris d'angoisse, il avait peur qu'on ne les lie au crime grâce à cette télé, et vous le savez maintenant, il a eu raison d'avoir peur, car c'est cette télé qui a permis de prouver leur présence à Bega. Et voilà donc le terrible calvaire qu'ont vécu les adolescentes de 14 et 16 ans. Et à la fin de sa confession, Beckett a conduit la police sur les lieux du crime. En arrivant à Fiddler Green Creek, les policiers ont senti une horrible odeur de putréfaction. Ils savaient à ce moment qu'ils avaient probablement retrouvé les 2 jeunes filles. Et en arrivant à côté d'un grand arbre, les officiers ont aperçu un squelette qui sera plus tard identifié comme celui de Lauren. Et un peu plus loin, il y avait le corps sans vie de Nicole.
Charge maintenant aux enquêteurs de découvrir quel rôle Camilleri a joué dans la fin tragique des 2 écolières de Béga. Après l'interrogatoire de Beckett, les officiers ont interrogé Camilleri une seconde fois. Ils lui ont annoncé que Beckett avait tout avoué. Camilleri leur a expliqué que oui, il était bien dans la voiture et que les 2 filles sont bien montées dans le véhicule, mais il a nié toute implication dans les meurtres et les viols. Il n'était qu'un témoin qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment d'après lui. Il a affirmé que le soir de la disparition des 2 jeunes filles, il était sous l'effet de la drogue et avait passé la majeure partie de son temps à dormir. Il ajoute ne pas se souvenir de ce qu'il a fait ce soir-là et encore une fois, il était sous l'effet de la drogue. Mais malgré le fait qu'il nie les crimes, les aveux de Beckett sont suffisants pour inculper les 2 hommes pour kidnapping, attentat à la pudeur et meurtre. Maintenant, la police a un nouveau défi à relever, prouver que Camilleri est responsable de la mort des 2 jeunes filles, alors même qu'il n'était pas présent au moment des meurtres. Après avoir interrogé Camilleri, les enquêteurs sont retournés à Béga pour annoncer la triste nouvelle aux parents de Lorraine et Nicole. Les officiers étaient en pleurs lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle, car ils étaient devenus très proches des familles. Et cette tragédie a eu un impact épouvantable sur la ville de Béga et des milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage aux 2 jeunes filles. Et Beckett ayant assassiné les 2 jeunes filles dans l'état de Victoria, la police de Nouvelle-Galles du Sud a donc confié toutes les preuves à la police de Victoria et Beckett et Camilleri ont été extradés dans cet état. Le 26 juin 1998, Lindsay Beckett a comparu devant la Cour suprême de Victoria et a plaidé coupable des meurtres de Nicole et Lorraine. Le 28 août 1998, il a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération sur parole avant d'avoir purgé 35 ans de prison. Le procès de Camilleri, lui, a débuté le 15 février 1999. Il a plaidé non coupable et a rejeté la responsabilité des meurtres sur Beckett. Son avocat, pour sa défense, a plaidé qu'il n'a pas pris part au meurtre car il avait pris de la drogue et qu'il était à moitié endormi ou endormi pendant une grande partie du trajet en voiture. La difficulté pour le procureur, comme pour les policiers, souvenez-vous, eh bien, c'est que Camilleri n'était pas présent au moment des meurtres des 2 jeunes filles. Le procureur a donc dû convaincre le jury que Camilleri exerçait un contrôle suffisant sur Beckett pour le pousser à commettre les meurtres et que ce dernier avait agi à sa demande, ce qui est particulièrement difficile d'un point de vue légal. Son procès durera 10 semaines pendant lesquelles plus de 80 personnes seront appelées à témoigner à la barre, dont Lindsay Beckett, et son témoignage pèsera lourd sur la balance et permettra de faire condamner Camilleri pour le meurtre des 2 adolescentes. Et malheureusement, le procès s'est révélé être une terrible épreuve de plus à surmonter pour la famille des victimes. En effet, lors de son témoignage, Lindsay Beckett n'a pas hésité à donner tous les détails les plus sordides et les plus terribles des agressions sexuelles qu'ils ont fait subir aux 2 jeunes filles, des détails qu'à ce moment, la famille des victimes ne connaissait pas et qui les a mis dans une profonde colère. Le frère de Lorraine a expliqué qu'entendre ces horreurs était très difficile et que chaque mot qu'il entendait semblait comme une dague qu'on lui enfonçait dans le corps. En plus du témoignage de Beckett, le procureur a pu compter sur la science pour obtenir une condamnation. En effet, sur les vêtements de Lorraine, qui avaient été retrouvés le long de la route près de la décharge Old Wallagoot, on a retrouvé d'infimes traces de sperme appartenant à Camilleri, ce qui a prouvé son implication dans les viols des 2 jeunes filles et qui a permis de corroborer le témoignage de Beckett. Mais les vêtements de Lorraine et la télé rose n'étaient pas les seules pièces à conviction retrouvées par la police. En effet, les enquêteurs ont retrouvé des preuves à chaque endroit où les 2 hommes se sont arrêtés pour violer Lorraine et Nicole, malgré tous les efforts des agresseurs pour ne laisser aucune trace de leur crime. Et un autre témoignage a permis de faire condamner Camilleri, c'est celui d'une jeune femme de 19 ans nommée Rosa Marie Gandarias. Rosa Marie avait été kidnappée à Canberra par Beckett et Camilleri en septembre 1997, soit 2 semaines avant les meurtres de Lorraine et Nicole. Elle avait été retenue prisonnière pendant plus de 12 heures et conduite dans un certain nombre d'endroits isolés aux alentours de Canberra où elle avait été violée à plusieurs reprises et par les 2 hommes, toujours sous la menace d'un couteau. À un moment, désespérée, elle a demandé aux 2 hommes si elle pouvait aller aux toilettes.
Ils s'étaient donc arrêtés dans une aire de repos sur l'autoroute, et quand ils avaient ouvert la porte, Rosa Marie en avait profité pour s'enfuir. Quand les deux hommes l'ont vue courir, ils se sont alors mis à la pourchasser. Elle s'était cachée dans un bush à proximité jusqu'à ce que les deux hommes ne cessent de la chercher et qu'ils quittent les lieux. Ensuite, elle a rejoint une ferme et la police a été alertée. Beckett avait bien été interrogé dans le cadre de cette affaire. Il avait affirmé que la jeune femme était consentante et qu'ils avaient eu des rapports intimes avec elle en échange de drogue. Et comme la victime avait choisi de ne pas porter plainte, les deux hommes n'avaient pas été inculpés. En avril 1999, après un procès qui a duré presque 2 mois, Leslie Camilleri a été reconnu coupable des meurtres de Lauren Berry et Nicole Collins. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération sur parole. L'affaire a poussé les législateurs à faire de profondes réformes afin que ce genre de drame ne se reproduise plus. Suite à cette affaire, les conditions de libération sous caution ont été renforcées car malgré le fait que les deux assassins avaient des casiers judiciaires extrêmement chargés, ils avaient tous les deux été libérés sous caution peu de temps avant les meurtres. La police a reçu beaucoup de compliments pour son excellent travail qui a permis de retrouver les coupables et de les faire condamner. Camilleri a fait appel 2 fois, en 2001 et en 2002, mais ses demandes ont toutes été rejetées. En prison, il a reçu de nombreuses menaces de mort à cause des crimes qu'il a commis, et en 2013, il a été condamné à 28 ans supplémentaires de prison après avoir avoué l'assassinat d'une autre adolescente nommée Prudence Bird, surnommée Prue. C'était en 1992, soit 5 ans avant les meurtres de Lauren et Nicole. Malheureusement, même s'il a plaidé coupable, il n'a donné que de vagues éléments aux policiers et le corps de l'adolescente n'a toujours, à ce jour, pas été retrouvé. Espérons qu'il finisse un jour par avouer, afin que la famille puisse enterrer dignement leur enfant. Ce crime atroce a profondément marqué les proches des 2 jeunes filles. Encore aujourd'hui, le frère de Nicole souffre à cause de cette tragédie et avoue avoir du mal à se reconstruire malgré le fait qu'il ait une famille aimante et de magnifiques enfants. Voilà, vous savez tout de ce qu'il est arrivé aux 2 filles que l'on appelle désormais les Bega Schoolgirls. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir notre travail et à faire un tour sur notre Tipeee. Encore et toujours un énorme merci aux tipeurs. Et rendez-vous sur notre Instagram LilaXLilia qui figure en barre de commentaires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.